Je crois qu'il faut inscrire ce décret dans une dynamique qui a été amorcée par le chef de l'État dans son discours de l'an, depuis le 31 décembre, comme il nous avait dit que l'année 2025 sera une année électorale. Alors, je crois que certainement les choses s'inscrivent dans cette dynamique parce qu'il a été à sa suite. Il y a le Premier ministre aussi qui a rappelé, même si le Premier ministre a apporté quelques amendements en disant que toutes les élections ne pourront pas se tenir en 2025. Mais naturellement, le référendum doit être le départ parce que pour organiser les autres élections, il faut d'abord une constitution. Alors, parce que la constitution fixe le cap par rapport à la suite. Et si cette constitution n'est pas encore adoptée, ça veut dire que rien n'est entamé. Et bien avant, on voit même la dynamique de ce référendum qui a commencé, c'est à travers les recensements qui s'annoncent bientôt. Bon, je ne pourrais pas me mettre à la place des acteurs politiques majeurs pour dire ce qu'il y en est, parce que ça dépendra de leur stratégie ou autre là. Mais tout porte à croire que, je crois, comme vous l'avez dit, naturellement, nous sommes dans une crise latente, même si la crise n'est pas généralement n'est pas grandement ouverte, mais nous savons quand même qu'il y a une crise entre les autorités de la transition et les acteurs politiques, pas tous les acteurs politiques, mais les majeurs, comme on le dit, les grandes formations politiques. Mais je crois que si tout dépendra de la volonté des autorités de la transition, si vraiment ils veulent qu'on aille dans une atmosphère vraiment apaisée et calme, certainement ils vont dérouler les stratégies qui vont se tourner autour du dialogue et de concertation entre les acteurs afin quand même que la situation soit amorcée pour qu'on aborde tranquillement la suite des événements. Bon, au prime abord, il faut d'abord apprécier la décision par rapport à son contexte. Je crois que la décision n'est pas fortuite. La décision a été prise pour certainement apaiser la situation, parce que sachant que Dadis est un ancien président, c'est vrai que quoi qu'il a fait, et il appartient à une communauté très forte, et nous savons que sa communauté est fortement mobilisée derrière lui, ça c'est un. De deux, la grâce présidentielle est une prérogative personnelle du président. L'opportunité et le moment lui appartient. Bien entendu qu'il y a des conditions d'encadrement de la grâce présidentielle. Je l'ai dit tantôt avec certains de nos médias aussi. J'ai dit une grâce n'est jamais motivée. Et puis ceux qui l'ont rédigé peut-être qui ont voulu avancer les questions de raison de santé ou là, ils n'en avaient pas besoin parce que c'est une grâce présidentielle. C'est bien sûr que la grâce présidentielle aussi ne peut être prise selon les principes du droit que lorsque la décision est définitive et exécutoire. Et puis, d'après ce que, comme vous l'avez dit, les avocats ont dit que l'appel est en cours mais sauf que si celui qui a appelé avait désisté, certainement parce que c'est Dadis qui avait fait appel, on ne sait pas, on n'a pas quand même la preuve s'il avait désisté. Et s'il a désisté, ça veut dire que la décision peut être considérée comme définitive et exécutoire dans ce cas. Et je crois que la grâce sera bien fondée. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on comprend aussi l'amertume des victimes et les craintes, bien sûr. Mais si vous avez remarqué, il y a deux décrets qui se sont suivis. Le premier décret, c'était de dire que l'indemnisation des victimes est prise en compte par le budget national de développement. Alors, ce qui veut dire quoi? Ça, c'était dans la logique d'apaiser ou rassurer les victimes par rapport à leur indemnisation. Parce que jusque-là, on n'était pas dans cette dynamique. Maintenant, si par après, l'autre l'a suivi, certainement, ils l'ont sciemment fait et précédé l'annoncé de l'indemnisation avant le décret de grâce. C'était une manière aussi de rassurer les victimes. Naturellement, c'est la suite des choses. Vous n'avez pas besoin d'être peut-être avoir du bout de cristal pour pouvoir l'analyser. C'est clair, les faits étaient très évidents. C'est pourquoi je vous ai dit, la chronologie est bien ficelée. On a d'abord annoncé l'indemnisation avant la grâce. Parce que la grâce allait créer plus de tollé si l'indemnisation n'avait pas précédé. Mais cela avait précédé, c'était une manière de rassurer les victimes. Parce que dire que votre bourreau est libre, entre guillemets, votre bourreau est libre et que en retour vous gagnez quoi? Vous voyez, ça pose problème. Maintenant, si en retour, on vous dit d'abord, on dit voilà, nous vous assurons que vous serez indemnisé à tel, par rapport à tel. Ok? Après, maintenant, on le libère. Parce que tout le monde sait que la libération de Dadis, il est clair que c'est politique.
C'est ça la réalité. Parce que même les questions de paix, les questions de cohésion sociale, c'est politique. C'est ça. Parce que le pouvoir a besoin de l'apaisement. Dans n'importe, même la plus grande dictature au monde a besoin quand même de cohésion et de l'apaisement pour pouvoir dérouler quand même son pouvoir. Alors je crois que la transition a vraiment besoin de l'apaisement. Elle n'a pas besoin d'une crise de plus. Alors, et vous avez vu la détermination de sa communauté pour remercier le général, même de Conakry jusqu'à l'extérieur. La communauté forestière est très déterminée à remercier les pouvoirs, entre autres. Ça veut dire que éventuellement le pouvoir aura à récolter certainement ses retombées. Bon, je ne pourrais pas conseiller au président de dire président, respectez votre engagement ou de ne pas respecter. Tout ce que je sais, je pourrais vous dire que le président est rattrapé par la réalité du pouvoir. Vous savez, être hors du pouvoir et être dans le pouvoir, ce n'est pas la même chose. Maintenant, aujourd'hui, le président est pleinement dans le pouvoir. Et généralement, si vous remarquez, l'appétit du pouvoir, même si le président en a, il n'a pas encore avancé. Et c'est l'entourage généralement. Et c'est l'entourage qui est fort. Si vous remarquez aujourd'hui, le mouvement, même ceux qui sont contre, qui veulent qu'il respecte son engagement, peut-être que c'est la majorité silencieuse, je n'en sais pas, mais quand même, vu l'événement, la tournure de l'événement sur le plan national, ils sont en train de devenir plus en plus minoritaires par rapport à l'engouement. Voilà, vous voyez. Alors ça, c'est un. De deux, vous allez voir que précipiter le président, pousser le président à sa candidature, c'est le contexte aussi qui l'explique par rapport à ceux qui le soutiennent. Dans le cadre de la motivation de ceux qui le soutiennent, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que l'espace politique est vide, hein, c'est ça. Parce que je l'ai toujours dit, j'ai dit l'arrivée du général Mamadi aujourd'hui au pouvoir et même sa candidature est synonyme de changement générationnel dans l'espace politique guinéen. C'est évident. Parce que ceux qui sont considérés comme les grandes formations politiques ne sont que ces personnes qui sont quasiment aujourd'hui dans le troisième âge. Et ce qui veut dire tout simplement, et nous sommes un peuple très jeune. Alors, si tout cela, l'un dans l'autre, on pousse le général à être candidat, et son calme olympien aussi joue beaucoup à sa faveur, parce qu'il ne répond pas aux détracteurs, tout ce qui s'est dit, et il suit son objectif. Je crois que tout cela rassure. Voilà, moi, ce que je pourrais dire. Mais je peux pas. Politiquement, qu'est-ce qu'il gagnerait dans ce silence? Politiquement, premier élément qu'il gagne d'abord, c'est le mythe. Il y a un mythe politique autour de lui. Et quand vous avez le mythe politique autour de vous, l'adversité devient moins réductable. Parce que les adversaires, beaucoup, vous savez, souvent, comme on le dit, on se méfie toujours à l'eau qui dort. Et souvent, les gens ont peur. Vous avez vu, il a proposé des actes politiques que le régime précédent n'a pas osé. Vous avez vu ce qu'il a fait avec les opposants, les poursuites. À un moment donné, les civils n'auraient pas le faire parce qu'ils avaient peur de soulèvement, ceci et là. Maintenant, aujourd'hui, les opposants clés qui sont aujourd'hui à l'extérieur, personne ne les a dit qu'il ne faut pas qu'ils rentrent, parce qu'ils n'ont jamais été chassés. C'est ça aussi la réalité, c'est ça le principe. Mais la réalité politique est qu'ils ne sont pas rassurés. Ils ne veulent pas rentrer parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de justice fiable. Bon, voilà. Et ils ont leurs raisons, qu'il faut dire. Mais je me dis que ce caractère quand même du général est beaucoup bénéfique pour lui que pour d'autres choses. Oui, d'abord, ce qu'il faut signaler d'abord, c'est que ces grandes formations politiques ont été rattrapées par l'histoire de l'avenir même politique de leur formation. Parce que je l'ai dit, j'étais invité sur un des plateaux de télé, j'ai à le dire. J'ai dit le problème est que nos leaders politiques ont une méthode vraiment qui n'encourage pas et qui ne permet pas au survie des formations politiques. Parce qu'ils résument beaucoup plus les formations politiques à leur personne. Ce qui veut qu'ils ne mettent pas en place les stratégies de développement personnel ou même institutionnel de la formation politique. Et dès qu'eux ils sont bloqués, automatiquement le parti sombre. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Si vous remarquez aujourd'hui, les grandes formations politiques, ceux qui sont en train de subir, contrairement à 2010, vous allez voir qu'il y a une grande différence. Le problème est qu'aujourd'hui, le terrain est vide complètement parce que ces formations politiques-là, quoi qu'il en soit, les jeunes, c'est vrai, ils s'accrochent à eux, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et s'il y a l'alternative aujourd'hui, il y a un renouvellement au sein des partis politiques, ça, je crois que ça pourrait s'expliquer. Même si les autres sont en exil, le parti pouvait survivre. Vous avez vu comment Pasteur Sonko a eu à le faire à Dakar, malgré avec Macky Sall. Mais il a pu faire survivre son parti. Mais c'est ça, nos leaders politiques n'acceptent jamais un potentiel remplaçant à leur vivant.
Et ce qui fait que l'histoire, je me dis que ce que je vois, que les parlements politiques soient libres ou autres aujourd'hui, ils sont entamés institutionnellement, beaucoup entamés par rapport à leur avenir politique. Oui, bon, l'appel que je lance au président, je crois que tout est à son intérêt pour que la situation devienne beaucoup plus calme. Ça veut dire tout simplement, le président étant le commandant de bord, il doit se mettre au-dessus de la mêlée pour pouvoir appeler les acteurs autour de la table, comme d'ailleurs le porte-parole l'a toujours réitéré, comme il l'a dit, Ousmane Gawal, il a toujours dit qu'ils ont toujours fait appel aux acteurs autour de la table. Je crois qu'ils doivent toujours continuer dans cette dynamique pour eux, les uns et les autres, afin de trouver ce qu'on peut appeler un consensus. Pas l'unanimité, mais un consensus, afin d'aborder le processus électoral, non seulement dans l'apaisement, mais que cela se passe et que la période post-électorale soit vraiment une période calme. Vous savez, quand les élections se déroulent dans la tranquillité et dans la sérénité, ça permet automatiquement, ça crée automatiquement l'attractivité, surtout en termes d'investissement dans le pays. Je crois que le régime a tout à fait intérêt à ce que cela y est. Les leaders doivent quand même s'inscrire dans la logique, dans la dynamique du respect des normes, comme on l'a fait les événements. Parce qu'ils ont été suspendus avec les motifs. Mais qu'ils remplissent ces motifs, c'est aussi simple que ça, qu'on voit. Est-ce que c'est une même politique qui est derrière, ou bien c'est justement à cause de la violation des règles? Parce que les règles ont été, ceux qui ont respecté ont été autorisés. Maintenant, qu'eux aussi fassent le respect de cela et qu'on essaie de voir. Parce que chacun peut gagner dans l'apaisement que dans le conflit.